Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo, l'émission 100% tech chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. C'est la reprise et on ne peut pas passer à côté de l'affaire du moment, l'affaire Pavel Durov, le patron de Telegram, arrêté, mis en examen en France. Une affaire avec de multiples facettes. Du côté de l'intelligence artificielle, plein de nouveautés cet été et ces derniers jours. Dans un instant, on va faire un petit tour d'horizon des annonces. L'actu tech, c'est aussi avec mon camarade Bruno Guglielminetti à Montréal. Comme d'habitude, dans le débrief transatlantique, on va parler obsolescence programmée cette semaine, à l'occasion d'une décision de Samsung. L'innovation de la semaine que j'ai repérée pour vous, c'est un petit appareil étonnant qui écoute tout ce qui se dit autour de vous et qui en fait des résumés par intelligence artificielle. Du côté des invités de Monde Numérique, une question, l'IA va-t-elle remplacer les métiers et notamment celui de développeur? J'ai posé la question à un spécialiste, Laurent Hack, CTO de Quant. L'intelligence artificielle encore, y a-t-il une bulle de l'IA et est-elle en train d'éclater? Et c'est ce qui se dit dans la Silicon Valley. On ira sur place retrouver Carlos Diaz et sa bande pour un extrait en avant-première de son podcast Silicon Carne. Enfin, la vie privée et la sécurité des données numériques. Une étude de Kaspersky révèle que nous avons des comportements paradoxaux et que nous faisons parfois n'importe quoi. Monde numérique, Jérôme Colombin. Tadam, tadam, c'est la rentrée. Bienvenue dans cet épisode de l'hebdo du samedi 31 août 2024. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. C'est la reprise après un mois de vacances. Alors, des vacances au cours desquelles je ne vous avais pas complètement abandonné. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à écouter cet été les épisodes, les rediffusions, les dossiers spéciaux aussi, et puis même le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. Mais là, on reprend un rythme normal. C'est l'hebdo. L'hebdo, c'est chaque samedi 50 à 60 minutes de news, d'interviews, de conversations. Et puis, sur le fil du podcast Monde Numérique, eh bien, depuis cette semaine, une nouveauté, puisque j'ai le plaisir de vous proposer une émission par jour, un podcast par jour. En plus de l'hebdo du samedi, eh bien, du lundi au vendredi, chaque jour, une actu, une chronique, un épisode de 4 à 5 ou 6 minutes pour décrypter une info en particulier. Alors, on a commencé lundi, et vous êtes d'ailleurs déjà très nombreux à télécharger, à écouter ces épisodes. L'idée, c'est de vous apporter de l'information et puis de la mettre en perspective, de la décrypter au maximum. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, aussi bien sur le fond que sur la forme. Est-ce que la durée de 5 à 6 minutes vous convient ou au contraire vous trouvez ça trop long, trop court? Enfin, on pourra difficilement faire plus long par jour. Voilà, vous pouvez me dire ça sur les réseaux sociaux ou bien via par mail, même en allant sur le site mondenumérique.info via le formulaire de contact. Il y a aussi la newsletter de Monde Numérique et là aussi c'est en progression avec vraiment un nombre d'abonnés qui a explosé pendant l'été. Donc voilà, la newsletter de Monde Numérique pour avoir chaque matin dans votre boîte mail un coup d'œil sur l'épisode du jour avec des infos et on peut interagir également via la newsletter. Et puis, avant de commencer aussi, deux petites infos pratiques et de service, si on peut dire. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez soutenir financièrement ce podcast en cliquant sur le lien qui figure en haut de la page d'accueil du site mondenumérique.info. Et j'en profite pour vraiment remercier déjà les auditeurs qui s'engagent, soit ponctuellement, soit même de manière récurrente. C'est très touchant. Merci beaucoup pour vos encouragements et on va continuer à essayer de faire au mieux pour vous satisfaire. J'en profite aussi pour saluer des auditeurs de la francophonie qui sont au-delà de la France, car les chiffres le montrent et je le vois. Vous êtes très nombreux à écouter ce podcast dans de nombreux autres pays, francophones ou pas d'ailleurs, mais notamment la Belgique, la Suisse, mais aussi beaucoup de pays d'Afrique. Et ça, c'est formidable parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la technologie. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui suivent les innovations technologiques. Je vois que Monde Numérique est très bien classé dans plusieurs pays, donc je salue les habitants du Burkina Faso, du Bénin, de la République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad, et puis il y a aussi alors en Afrique du Nord la Tunisie, l'Algérie, etc. Donc merci de prêter vos oreilles à ce podcast qui essaye de vous donner un coup d'œil sur toutes les innovations technologiques. Merci pour votre soutien. Sachez que je vous vois, en tout cas je vois l'attention que vous accordez à Monde Numérique. Voilà pour la page de remerciements. On passe tout de suite à l'actu. L'actu de la semaine.
L'actu de la semaine avec cette histoire assez incroyable qui a défrayé la chronique bien au-delà des sphères des médias technologiques. C'est donc l'arrestation du patron et du fondateur de la messagerie Telegram. Alors, il y aurait tellement de choses à dire parce que c'est vraiment une affaire à plusieurs volets, mais on va essayer tout simplement dans un premier temps de résumer très brièvement la chronologie. Donc, Pavel Durov, ce russe de 39 ans, mais qui a aussi la nationalité française, la nationalité émirati et puis aussi un ou deux autres passeports, a été arrêté en France sur le sol français à l'aéroport du Bourget où il venait de se poser dans son jet, avec son jet privé le 24 août dernier, c'était samedi dernier. Il a été placé pendant presque 4 jours en garde à vue, ce qui est assez exceptionnel. La durée de la garde à vue est liée à la nature des faits qu'on lui reproche et pour lesquels il est soupçonné. Et il a finalement été mis en examen mercredi 28 août. À l'issue de cette garde à vue, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, ça veut dire qu'il ne va pas en détention, mais il a interdiction de quitter le territoire français et il a dû payer ce qu'on appelle un cautionnement de 5 millions d'euros. On lui reproche toute une batterie de crimes et délits, une douzaine de chefs d'accusation, complicité d'actes criminels, refus de communiquer les informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi. En gros, ça concernerait du trafic de stupéfiants, enfin de l'escroquerie et du blanchiment en bande organisée et aussi de la pédopornographie. La liste est absolument incroyable, effrayante. Quel est le rôle exact de Pavel Durov dans tout cela ? Est-ce qu'il a véritablement participé activement ou en tout cas fourni des moyens de manière consciente ou bien c'est simplement parce qu'il est le dirigeant de la plateforme ? C'est ce que l'enquête devra dire, évidemment. Donc dans cette affaire, il y a vraiment plusieurs volets. Il y a l'aspect judiciaire qu'on vient d'évoquer et ça sera intéressant de voir dans quelle direction ça va parce que les réquisitions du parquet semblent aller finalement vers une ultra-responsabilisation de Pavel Durov alors que on sait que depuis 2004, en fait, depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique, eh bien, en France mais aussi dans d'autres pays, les hébergeurs ne sont pas responsables a priori, c'est-à-dire qu'ils doivent intervenir si on leur signale des infractions, mais ils ne sont pas tenus de tout filtrer. Sinon, ça fait bien longtemps que Facebook et autres auraient été obligés de mettre la clé sous la porte. Et puis, il y a également l'aspect liberté d'expression, quelque part, puisque Telegram, c'est cette messagerie chiffrée qui permet des échanges en principe totalement confidentiels, utilisés aussi bien par des malfaiteurs que par des dissidents dans certains pays, des journalistes, des activistes, etc. Donc, c'est toujours la même question, comment concilier le respect de la loi des pays démocratiques et puis le secret des communications dans des pays qui sont moins démocratiques, c'est évidemment extrêmement compliqué. Je passe sur les commentaires des complotistes divers et variés qui crient au muselage et à la dictature, pour évoquer quand même rapidement le troisième volet, qui est l'aspect le plus mystérieux, mais qui est la dimension politique, voire diplomatique de cette histoire. On sait que Pavel Durov avait donc reçu la nationalité française en 2021. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé en fin de semaine, très brièvement, pour expliquer qu'il n'y avait rien de scandaleux à ça. On sait également, autre mystère, que Pavel Durov aurait cherché à joindre Xavier Niel pendant sa garde à vue, parce qu'il visiblement le connaissait également d'avant. Enfin, il y a les liens de Pavel Durov avec Moscou. Il est lui-même russe. La messagerie Telegram est très utilisée en Russie, à la fois notamment par l'armée russe dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais également par la jeunesse russe pour s'informer en essayant de passer au-delà des fourches codines de la censure et de la propagande en Russie. Donc il y a eu des réactions à Moscou pour s'insurger contre cette arrestation de Pavel Durov, ce qui est un peu étonnant quand on sait que par ailleurs, il n'était pas forcément en odeur de sainteté avec le Kremlin. Voilà, alors qui est vraiment Pavel Durov ? Que lui reproche-t-on ? Enfin ça, maintenant on a une idée. Et comment cette affaire va-t-elle tourner ? Écoutez, à mon avis, on n'est vraiment qu'au début de l'histoire. On aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler. Tiens, on en reparle d'ailleurs ce dimanche dans l'épisode mensuel, le grand débrief de Monde Numérique avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti. Vous savez, tous les mois, on se retrouve pour un peu débriefer l'actu tech du mois. Évidemment, on ne peut pas passer à côté. Donc, le grand débrief de Monde Numérique, grand débrief du mois d'août, diffusé exceptionnellement le premier jour du mois suivant, c'est-à-dire en date du dimanche 1er septembre. L'actu de la semaine, c'est aussi beaucoup de choses en matière d'intelligence artificielle.
On va d'ailleurs faire un petit round-up de à la fois ce qui a pu se passer au mois d'août et puis tout récemment des news un petit peu plus chaudes. Et d'abord, on commence par une arnaque. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, cette étonnante vidéo d'Alain Delon. Vidéo présentée comme un enregistrement diffusé de manière posthume, dans lequel l'acteur explique que, si on revoit cette vidéo, c'est qu'il est décédé, mais il a pris une décision incroyable. Il va offrir sa fortune à tous les Français. C'est très simple pour cela. Il suffit de s'inscrire sur un site de casino en ligne. Donc vous avez compris, c'est une belle arnaque. C'est du deepfake. C'est fabriqué par intelligence artificielle. La voix d'Alain Delon a été clonée et elle a été plaquée sur une ancienne vidéo de lui. On voit, c'est assez bien fait, même si on détecte de temps en temps quelques petits artefacts au niveau de la synchronisation des lèvres. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que là, ça n'a vraiment pas traîné parce que cette vidéo est apparue quasiment 48 heures, je crois, après l'annonce du décès d'Alain Delon. Donc, premièrement, prudence, mais surtout ne tombez pas dans ce genre de panneau. Je veux dire, aucune star ne va offrir sa fortune et surtout en échange d'une inscription sur un site de casino en ligne. Donc l'histoire, c'est surtout qu'on veut vous faire payer ou on veut capter vos données personnelles. Et puis, méfiez-vous d'une manière générale de ce genre de deepfake. Du côté de l'IA toujours, ChatGPT se porte bien avec un chiffre, 200 millions d'utilisateurs pour le modèle d'intelligence artificielle générative d'OpenAI. Le chiffre a été rendu public il y a quelques jours. C'est le nombre d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT qui a doublé en moins d'un an. L'année dernière, en novembre, OpenAI a annoncé 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires. L'utilisation des API de ChatGPT a également doublé. L'API, c'est donc ce qui permet à des entreprises notamment de se connecter directement au nouveau modèle GPT-4o Mini pour l'utiliser dans le cadre d'applications métiers, d'applications tierces. Et puis, depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, on sait que d'autres comme Google, Microsoft, Meta ont lancé leurs propres interfaces d'intelligence artificielle, mais visiblement, OpenAI continue de caracoler en tête. Concurrent d'OpenAI, la société Anthropic annonce du nouveau aussi très intéressant du côté de Claude. Claude, c'est le rival de ChatGPT et aussi de Google Gemini, et qui vient donc de lancer les artefacts. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ou artifacts dans la version originale, anglaise. C'est un outil qui est disponible quand on utilise Claude, qui permet en fait d'ouvrir une fenêtre sur le côté lorsqu'on effectue une requête, pour voir le résultat de cette requête en temps réel et interagir dessus. Par exemple, vous lui demandez de produire du code informatique, et bien dans la fenêtre artefact, vous pouvez aller modifier des petits bouts de code par-ci par-là et voir comment Claude réagit, s'adapte, etc. Idem, par exemple, pour des graphiques, vous lui demandez des schémas, de produire des schémas, et si vous allez modifier le schéma ou certaines données, vous verrez le truc et la réponse à votre requête s'adapter en temps réel. Voilà, c'est une manière pour Claude de rivaliser très sérieusement avec ChatGPT. Si vous êtes fan d'IA et notamment d'IA générative pour fabriquer des images, vous serez heureux de savoir que Midjourney, l'un des pionniers dans la génération d'images, est disponible désormais en version web. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que Midjourney, jusqu'à présent, on ne pouvait l'utiliser que via Discord. Alors Discord, tout le monde n'est pas sur Discord, tout le monde n'utilise pas cet outil qui est assez particulier, qui vient du monde du jeu vidéo, etc. C'était pas très convivial, mais là, ça y est, depuis le 21 août, il y a le site midjourney.com qui est accessible à tous et qui permet de fabriquer des images avec de simples prompts, comme on peut déjà le faire sur DALL-E. Donc une certaine démocratisation. Alors attention, il faut quand même avoir un compte Google ou un compte Discord pour se connecter. Et puis, c'est payant, 8 à 96 $ d'abonnement, mais on peut quand même tester l'outil. On peut générer jusqu'à 25 images gratuitement. Et on termine par un nouveau venu, c'est un acteur chinois qui est désormais accessible en Occident, un générateur de vidéos par intelligence artificielle, il s'agit de Kling. Kling qui permet de faire des choses assez étonnantes, de créer des vidéos jusqu'à 10 secondes. On peut donc faire ça directement en ligne sur le site klingai en un seul mot.com. On peut tester l'outil gratuitement et puis ensuite, évidemment, il y a toutes sortes de formules payantes.
Voilà pour ces quelques news concernant l'IA et des nouveaux services en matière d'intelligence artificielle générative. Vous aurez remarqué, si vous êtes un auditeur fidèle de Monde Numérique, que notre ami Nicolas, le journaliste virtuel, n'était pas là cette semaine. Je l'ai mis un peu au chômage là pour l'instant. Je sais que les avis sont partagés sur Nicolas, cette voix de synthèse pour faire l'actu. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Eh ben, on le met un peu en vacances et puis on verra si on fait à nouveau appel à lui dans les semaines qui viennent. Allez, il est temps de traverser l'Atlantique pour retrouver au Canada, à Montréal, mon camarade Bruno Guglielminetti qui nous attend de pied ferme. Le débrief transatlantique. Salut Jérôme. Salut Bruno, comment vas-tu ? Ben, ça va bien, toi, comment te portes-tu? Écoute, moi tout va bien parce que c'est la reprise et j'aime reprendre le travail. Je suis un peu, tu sais, parce que moi j'ai pas la chance de vivre en Amérique du Nord où on s'arrête jamais. Nous on est obligé de prendre des vacances l'été, d'aller bronzer sur la plage et tout. Donc c'est pas facile et j'attendais cette reprise avec impatience. Ouais, tu sais qu'ils sont en train de penser de faire des cagnottes à travers la planète pour encourager les Français à travers leurs vacances. Ouais, bon, ouais. Allez, pas de mots. Non, mais je pensais que tu étais heureux parce que c'est les Paralympiques qui commencent après. Ah, très belle cérémonie il y a quelques jours, d'ouverture. Et ouais, la fête continue. C'est l'ambiance de fête à Paris qui continue. C'est assez agréable. Je crois que personne n'a envie que ça s'arrête, cette espèce de... Ouais, puis ça change de l'image qu'on avait de Paris. Là, c'est non, c'est revenu à la chouette. fête, à la belle époque. Paris est une fête. Ah, c'est beau. Partons la musique. Ouais. Bon, hey, De quoi on parle, Bruno? Ben écoute, moi je veux t'entendre. J'ai eu une bonne pensée pour toi cette semaine quand j'ai vu que Samsung annonçait que, un peu comme pour leur téléphone, maintenant ils allaient assurer à leurs clients une mise à jour, une assurance de mise à jour pendant 7 ans de leur téléviseur. C'est beaucoup plus que leur grand compétiteur LG. Et je me suis dit, tiens donc, ça c'est le genre de sujet qui va intéresser Jérôme Colombin, parce que quand on parle d'obsolescence programmée, la machine part. Ah oui, moi, il faut pas me brancher là-dessus parce que j'ai le cuir sensible avec l'obsolescence programmée. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ça prouve qu'ils sont sûrs de leurs produits. Ça prouve que, je sais pas, ils ont peut-être, ils utilisent des composants et autres qui tombent vraiment beaucoup moins souvent en panne qu'avant. Et c'est vrai que venant de Samsung, c'est important parce que ils ont eu un bad buzz, on va dire ça comme ça, pendant des années. On les accusait d'obsolescence programmée. On les accusait vraiment de trafiquer leur téléviseur pour qu'ils tombent en panne à partir d'un certain âge, etc. En fait, il y avait des enquêtes qui avaient été faites. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un défaut, notamment, je crois que sur un modèle en particulier, il y avait un condensateur qui était mal placé et qui chauffait. Et au bout, toujours de la même durée de vie, il se mettait à faire sauter le truc. Les réparations pouvaient coûter cher si on les faisait dans le circuit Samsung, mais si on allait voir un petit réparateur de quartier, il changeait le condensateur et ça coûtait 3 francs 6 sous. Mais parce que moi, l'obsolescence programmée, pour moi, c'est du complotisme. Je pense que c'est de la légende urbaine. Aucune marque... Alors, c'est très difficile, effectivement, de prouver qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. Mais c'est aussi difficile d'en prouver qu'il y en a vraiment. Et les constructeurs n'ont aucun intérêt à faire de l'obsolescence programmée parce que ça nuit à leur image de marque, ça fait des mauvaises histoires et à la fin, ça leur retombe dessus, même si on a l'impression que ça va leur permettre de vendre plus de produits. Voilà. Je dis pas que ça n'existe pas dans certaines filières. Il y avait eu l'histoire des imprimantes, etc. Encore que ça pourrait se discuter. Mais voilà, arrête-moi quand tu veux. Mais moi, sur l'obsolescence programmée, je peux tenir 2h30. Écoute, je te laisse encore 5 minutes, mais après t'arrêtes. Hein? Non, mais voilà, il faut se méfier, il faut faire attention et tout, mais il faut pas tomber dans la psychose de de toute façon, c'est sûr, c'est l'obsolescence. Il y avait ça aussi pour les oreillettes Apple. Ouais. Hein, on disait, mais on n'a jamais rien prouvé. S'il y avait eu vraiment un plan machiavélique au sein de ces entreprises pour les produits tombent en panne à date fixe, je veux dire, il y a des bonnes âmes, des lanceurs d'alerte et autres qui l'auraient porté sur la place publique depuis longtemps. Pour l'instant, on a non, mais sans être vraiment une opération montée de toutes pièces, quand même, avec le temps. Mais évidemment, ça, on peut en parler beaucoup plus avec les appareils qui sont dans notre environnement depuis longtemps. Je pense aux machines à laver, aux sécheuses, aux trucs du genre. Oui. Les matériaux, la mécanique a changé avec le temps. Oui. Alors, ce qui durait pendant 2 générations pour votre grand-mère et votre mère, aujourd'hui, ça dure quelques années, puis après, il faut changer ou investir dans le changement de l'électronique à même l'appareil, c'est tout. Mais regarde les prix.
les prix ont été divisés par je sais pas combien, par 3 ou par 4. Avant, un lave-linge, effectivement, ça pouvait durer 15 ou 20 ans, mais tu le payais 3 fois plus cher qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il a fallu faire des produits plus accessibles à tous les foyers, à toutes les couches de la population, etc. Et puis malgré tout, enfin moi je croise les doigts, mais tu vois, j'ai des machines qui j'ai pas dû payer une fortune et qui tiennent depuis des années, donc ça existe encore quand même. Ouais, puis on le voit, ton linge est propre. Mon linge est propre, je sens bon, enfin tu vois. Mais par contre, j'ai des souvenirs. Moi, je suis allé nettoyer au fin fond de la machine. Il faut le faire aussi de temps en temps. Ça Voilà, demande de ça, l'entretien. c'est le petit conseil pratique de Oui, la semaine. absolument. Et d'ailleurs, je fais des prestations à domicile si ça intéresse pour aller nettoyer les lave-linges et les sèche-linges. Ça, Jérôme, tu vas regretter d'avoir dit ça parce que tu vas recevoir plein de courriels. Mais bon, c'est toi, tu dois vivre avec tes propos. Autre information que tu as vu passer, moi aussi, j'ai vu passer la chose, c'est la performance de X qui prend de l'aile. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est la fréquentation, l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a plus assez de monde sur X, sur la plateforme d'Elon Musk, et les gens ne participent plus assez, donc il doit être un peu fâché, le brave Elon, non? Ben oui, puis surtout qu'il arrête pas de dire que c'est la meilleure plateforme, puis que c'est la plateforme des réseaux Ouais, sociaux la plus populaire, en tout cas dans le magasin américain où il habite. Mais là, les derniers chiffres qui sont sortis parlent d'une chute de 40% c'est au niveau énorme. de l'engagement. Ben oui, c'est énorme. Au niveau de l'engagement, si on compare seulement à l'an dernier, pas à Mmh. 2019 là. Et là, on est en train de regarder, les j'aime ont diminué de 16%, le repartage a diminué de 23%, et les mentions de compte ont diminué de 61%. Mmh. Euh, c'est donc dire que là, tu sais, puis quand on regarde même la moyenne de publication, aujourd'hui, elle est passée à 3,5. L'an dernier, c'était 5,7. Donc, il y a même un désengagement par rapport à la publication. Et puis, dans le même contexte, ce qu'on apprend, c'est Elon Musk qui nous apprend par une publication cette semaine sur X, évidemment, Mmh. qu'il allait faire du ménage dans l'algorithme et d'ici quelques jours, on va voir apparaître un nouvel algorithme. Parce que pour le moment, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ben évidemment, si on a le petit certificat bleu, la vie est belle, on est décuplé dans notre visibilité. Oui, Puis mais ça, on après, peut en discuter parce que moi, ouais. j'ai le petit certificat. Enfin, j'ai pris l'abonnement là, et j'ai vraiment l'impression que non, 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 mes posts n'ont plus le même rayonnement qu'avant. Et tu vis justement dans le désengagement. C'est Eh ouais. exactement ce que tu vis. Parce que moi, je te dirais qu'à l'opposé, j'ai jamais rejoint autant de gens qui n'étaient pas intéressés dans ce que je publie Mmh. qu'aujourd'hui. Et j'ai combien de gens qui n'apprécient pas les publications que je fais parce qu'à l'occasion, je parle d'autre chose que de technologie. Ouais. Je parle notamment de la politique américaine. Et c'est dans voir les gens qui me tombent dessus à bras-le-corps en disant, mais pourquoi vous m'affichez ça? Je suis pas intéressé, je veux pas vous suivre. Parlez à Elon parce que c'est pas moi, bloquez-moi Eh et oui. c'est tout. Là. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est pas de la faute de celui qui Ah non. publie, mais il faut rappeler aux gens qu'il y a 2 onglets, hein, sur X. Il y a l'onglet de droite, l'onglet de gauche. L'onglet de droite, c'est Pour vraiment vous et les gens abonnement. qu'on Ouais. suit, et c'est les abonnements, et à gauche, c'est pour vous, c'est ce qui est recommandé par le fameux algorithme. Ouais. Mais Mais là, ce qui va jouer, et je termine là-dessus, mmh. c'est que Elon Musk, il annonçait, c'était qu'ils allaient prioriser les plus petits comptes. Alors, Ouais, des j'ai gens vu. qui ont des millions d'abonnés et qui ont vraiment là, la possibilité d'aller rejoindre tout le monde, justement parce qu'ils sont gros, ils ont énormément de poids, ben là, on va essayer de favoriser les gens qui ont dans 1000, 10 000 et peut-être maximum la centaine de mille là, d'abonnés pour Ouais. les pousser un peu d'avant. Bah, écoute, très bien, ça peut, effectivement aller dans le bon sens. Maintenant, on sait que la priorité aussi, elle était au contenu, c'est-à-dire que si tu postes des vidéos ou même des Ouais. photos, tu plus, mis en avant par l'algorithme que si tu fais des tweets secs avec juste du texte, en fait. Et même si tu pointes vers des médias, tu as un facteur qui augmente au niveau de la visibilité, Et quand puis en même. même temps, on sait que tout ce qui polarise aussi, hein, tous les contenus qui vont énerver les autres, eh bien, là, ils aiment bien les mettre en avant, et ça, c'est franchement pas le bon côté des choses. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train finalement de récolter ce qu'il a semé, hein, Elon Musk, en faisant un peu des conneries à droite à gauche, et avec cette
cette baisse de l'engagement. Mais je pense qu'il y a aussi une forme d'usure. Moi, je te l'avais dit, j'ai désinstallé X pendant les vacances et ça m'a pas manqué. Et là, j'ai fini par le remettre à la rentrée. Et il y a un côté quand même qui tape sur le système, quoi. On est reparti. Mais tout le monde est responsable. Hein. C'est à la fois l'algorithme, la politique prend une tournure où c'est le mensonge et les choses les plus aberrantes. Donc c'est un peu énervant. Et puis alors les commentaires, c'est à hurler de rire entre les trolls, les idiots, etc. Enfin, voilà, c'est un tableau un peu noir, mais il y a aussi des bonnes choses malgré tout. Ouais. Ça va bien, Jérôme? Mais écoute, ça va, non, mais tu vois, je suis très zen, hein, je suis très, très zen, tout va bien. Mais là, je t'arrête, là, parce que il y a une rumeur qui court. Ouais. Il y a une rumeur comme quoi Mon Numérique reviendrait à sa formule régulière cette semaine. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement vrai et confirmé. Ouais, Monde Numérique est... J'ai des sources, hein, moi. C'est dingue, hein? Ouais. Bah, t'écoutes, t'es abonné, non? Oui. Ouais, c'est vrai, Monde Numérique redevient un podcast, est un podcast quotidien maintenant. Ah ouais, je vais au charbon tous les jours, mon pote. Une chronique par jour, un sujet d'actu par jour, c'est un peu ce que je faisais sur France Info, plus l'hebdo dans lequel on se parle cette semaine, plus les interviews d'invités. Mais on n'arrête pas de bosser. Et toi, comment se porte 120 minutes, cette magnifique initiative? Ben écoute, 120 minutes, je suis pas rendu là. Là, pour le moment, je suis rendu à seulement 120 secondes. 120 secondes. À chaque fois, je te fais le coup. Donc, c'est ce petit flash que tu fais toi aussi tous les jours. Hein, 120 secondes de tech. Ouais. Et moi, je suis heureux parce que il semble y avoir de l'intérêt. Écoute, je te dirais que je roule en moyenne, là, pour les gens qui s'intéressent aux chiffres, je tourne autour de 63 000 écoutes par semaine, ce qui est vraiment bon. Je suis pas mal fier de ça parce que c'est tout neuf. Et là, il n'y a pas d'habitude de prix, mais ça rejoint son public. Et pour les gens qui aiment de la stratégie, je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent. Sur les réseaux traditionnels de podcasts, de distribution, là, c'est là, mais c'est pas encore là. Mais ce qui fonctionne le plus, c'est TikTok. Mais vraiment, là, on est dans la dizaine de milliers à chaque édition. Faut croire que la formule intéresse, même si c'est pas de la vidéo. Mais ça fonctionne. Mais techniquement, c'est une vidéo. Mais en fait, on ne te voit pas, on n'a que de l'audio. Hein. Ouais. Et donc, toi, tu mises sur la diffusion sur les réseaux sociaux en priorité. Exactement. Et en priorité, TikTok. Oui, mais tu me connais. Moi, j'aime faire des tests avec ce que je fais comme production. Alors là, je trouve ça intéressant. Puis la formule, l'idée que c'est 2 minutes, c'est pas encombrant dans l'horaire de quelqu'un. Non, c'est bien réseaux sociaux. Bon, mais moi, je te parle plus, alors, si tu fais des trucs sur TikTok comme ça. Là. Alors, quand même. Il me dit ça, celui qui fait des centaines de milliers de vues sur TikTok. S'il te plaît. Non, je suis plus allé depuis des mois. Ouais, mais c'est tes vidéos qui sont intéressantes. C'est pas trop mon copain, TikTok. Mais c'est vrai que c'est impressionnant pour tous les producteurs de contenu. C'est une machine de guerre, TikTok. Et justement, grâce à l'algorithme, les contenus ont une visibilité incroyable. De quoi parles-tu, Bruno, cette semaine dans mon carnet? Heureux que tu me poses la question. Écoute, il y a 3 sujets sur lesquels je vais attirer l'attention de tes auditeurs. Tim Boucher, j'avais fait un clin d'œil à l'auteur, l'artiste, la semaine dernière dans nos propos. C'est un artiste qui a écrit 120 livres à l'aide de l'intelligence artificielle. En entrevue, il m'explique comment ça fonctionne, c'est quoi sa démarche. Il y a un nouveau magazine qui s'intéresse à la science et à l'innovation. Ça s'appelle Les Connecteurs. Et il y a autant de Français que de Québécois qui écrivent là-dessus. Je parle avec la rédactrice en chef. Et puis, est-ce que tu connais Dreamflare? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle plateforme. Non, j'ai découvert ça cette semaine. C'est une nouvelle plateforme de vidéos, uniquement des vidéos produites en IA. Et ils veulent devenir un peu le HBO ou le Netflix de la vidéo créée par IA. Alors, j'en parle avec une spécialiste d'intelligence artificielle dans les contenus, dans les outils, pour qu'on mette ça en perspective, cette nouvelle offre. Intéressant. À écouter donc dans mon carnet cette semaine. On se dit alors à la semaine prochaine, mais surtout à ce dimanche pour le grand débrief avec François Sorel, si tu es d'accord. Je suis toujours d'accord. Puis encore plus de rencontrer François Sorel. Je suis très heureux de l'avoir. Alors, Jérôme, bonne suite de podcast et puis on se retrouve donc dimanche. Salut Bruno, à bientôt. L'innovation de la semaine.
Imaginez un petit assistant, un petit objet connecté qui vous suit partout, qui enregistre tout ce que vous dites et ce qui se dit autour de vous pour ensuite vous en faire un compte-rendu structuré, bien comme il faut, grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, pour résumer une réunion de travail, un meeting avec un client ou simplement des idées qui vous passent par la tête. Eh bien, ce petit joujou existe. C'est un appareil étonnant d'une start-up américaine qui s'appelle Plaud AI, P-L-A-U-D. Et c'est donc le Plaud Note, de la taille d'une carte de crédit. Ça peut se porter, se fixer derrière votre smartphone comme une batterie magnétique. Et on peut le solliciter à tout instant. Alors ce Plaud Note est déjà sorti en réalité, mais l'innovation de la semaine dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une nouvelle version de la même marque qui vient d'être annoncée et qui s'appelle lui le Note Pin. Pourquoi Pin comme aiguille ? Eh bien parce qu'au lieu d'un format carte de crédit, ce nouveau joujou se présente sous la forme d'un tout petit objet, un petit cylindre que l'on peut porter sur soi, en le pinçant au revers d'un vêtement comme une broche ou bien autour du cou à l'aide d'un cordon ou encore au poignet à l'aide d'un bracelet. Donc la nouveauté, c'est qu'il est encore plus transportable, ce nouveau Plaud. On peut l'avoir toujours sur soi pour l'utiliser en toutes circonstances. Ça rappelle un peu un autre objet connecté dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans Monde Numérique, qui était le AI Pin, mais bon, qui a fait, on peut le dire maintenant, un bid monumental, vendu trop cher, fonctionnait pas bien, il faisait sans doute trop de choses. Là, on est sur une autre logique. Ce Note Pin est censé enregistrer, donc, comme je l'ai dit, tout ce dont on a besoin et surtout pouvoir le traiter facilement. Il ne fait que ça, mais a priori, il est censé pouvoir bien le faire. Évidemment, à condition de l'activer en appuyant sur le bouton et de prévenir les gens qui sont autour, par souci de respect de la vie privée. Un mini-enregistreur qui peut tourner en continu pendant 20 jours avec une seule charge, selon le constructeur, qui embarque 2 micros présentés comme de haute qualité avec des algorithmes de beamforming pour optimiser la captation sonore. Et puis en termes de sécurité, les données sont chiffrées, paraît-il, de bout en bout. Il est destiné, ce produit, à toutes sortes de professionnels, si on en croit la marque, comme par exemple des agents immobiliers, des enseignants, des chercheurs, des médecins ou des professionnels de l'information. La particularité, ce n'est donc pas tant l'appareil lui-même, mais surtout le traitement logiciel qui est fait après par intelligence artificielle. En effet, le système est capable de produire des comptes rendus de réunion, donc, je l'ai dit, des synthèses d'entretien, des résumés, tout cela très structuré dans plusieurs langues. Il y a des modèles d'analyse, des templates qui sont proposés, avec certains qui vont même jusqu'à suggérer des actions à entreprendre. Par exemple, vous avez une réunion, on a décidé de faire ça, ça et ça, et bien à la fin, on a une petite synthèse avec des points clés comme ça sur ce qui reste à faire. Enfin, avantage d'avoir un contenu écrit, une transcription écrite, eh bien, c'est que il y a un assistant encore par intelligence artificielle qui permet d'aller faire des recherches, de poser des questions en langage naturel pour retrouver des informations. Ça fonctionne avec ChatGPT ou Claude, GPT-4o ou Claude 3.5, c'est l'utilisateur qui choisit l'outil, le modèle d'intelligence artificielle qu'il souhaite utiliser. Voilà, cette innovation plutôt originale, qui en plus a la bonne idée de ne pas être trop chère, $169, ça fait environ 150 €. Pour ce prix, on a 300 minutes de transcription par mois, et si on en veut plus, c'est sur abonnement, annoncé à $6,60 par mois. Ce petit bijou, si ça vous tente et que vous hésitez à l'acheter, eh bien ne le faites pas, ne l'achetez pas tout de suite, car je l'ai fait pour vous, j'ai craqué, j'en ai commandé un, je vais donc le tester et je vous raconterai tout. Monde numérique, le meilleur de la tech. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission et notamment les interviews, un petit mot concernant les commentaires que vous pouvez laisser sur ce podcast. J'ai eu des retours d'auditeurs qui me disaient qu'ils aimeraient bien laisser des commentaires, mais qui ne trouvaient pas forcément comment faire. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, car en réalité, laisser des commentaires ou des notes, les petites étoiles, tout dépend de la plateforme sur laquelle vous écoutez cette émission. Puisque le propre d'un podcast,
podcast, c'est qu'on peut l'écouter à des tas d'endroits différents. Donc forcément, ça ne se passe pas de la même manière partout. Alors les deux applications qui sont les plus utilisées pour écouter Monde Numérique, c'est en priorité Apple Podcast, quasiment un auditeur sur deux. Et juste en dessous, c'est Podcast Addict et Spotify. En ce qui concerne Apple Podcast et Podcast Addict, eh bien c'est assez facile, vous pouvez laisser des notes et des commentaires pour le podcast. Mais je précise que les commentaires que vous déposez concernent l'ensemble de l'émission. Donc le problème, c'est que quelquefois, par exemple, un auditeur qui ne va pas aimer une chose qu'il entend dans un épisode, eh bien va s'énerver et au lieu de mettre 5 étoiles, va mettre 3 étoiles et un commentaire rageur. Alors c'est son droit le plus strict, mais il faut savoir qu'en réalité, ce truc-là est fait pour noter le podcast en lui-même, c'est-à-dire tous les épisodes d'une certaine manière. On ne peut pas noter un épisode en particulier sur Apple Podcast ou Podcast Addict. En revanche, sur Spotify, eh bien là, on peut. Oui, c'est nouveau. Depuis le mois de juillet, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de chaque épisode. C'est le cas également sur YouTube et sur YouTube Music. YouTube Music, c'est ce qui remplace désormais Google Podcast. Donc là, vous pouvez noter l'épisode et le commenter. C'est intéressant. Et puis en revanche, pour les autres plateformes qui sont utilisées, alors il y en a plusieurs, il y en a plein en réalité, on peut citer Overcast, Pocketcast, Deezer, etc. Et bien là, il n'y a pas de possibilité de déposer ni des notes ni des commentaires. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, j'ai pas trouvé, à moins que je me trompe. Et puis il y a encore une autre manière d'écouter ce podcast, bien sûr, c'est sur le site mondenumérique.info ou même sur d'autres sites web qui reprennent le player de Monde Numérique. En fait, c'est le player fourni par l'hébergeur qui est la plateforme française Ocha. Voilà, c'est un peu compliqué tout ça, mais c'est vrai que tout dépend de l'endroit où vous écoutez le podcast. Bon, alors bref, sur Monde Numérique, là, vous pouvez laisser un commentaire pour chaque épisode. En bas de la page de l'épisode en question, il y a un petit espace pour discuter. N'hésitez pas. Voilà, je voulais faire cette précision parce que c'est vrai que le podcast a beaucoup d'avantages, mais a aussi quelques inconvénients. Ça manque parfois d'interactivité, de viralité. Et d'ailleurs, je suis en fait, pour tout vous dire, à la recherche d'une plateforme qui me permettrait vraiment de converser directement avec vous, auditeurs de Monde Numérique. Et j'avoue que j'ai pas trouvé. Évidemment, il y a Discord, mais j'ai tenté le coup sur Discord et c'est vraiment pas mon truc, Discord. J'ai l'impression d'être sur un manège ou sur un arbre de Noël, ça clignote de tous les côtés, j'aime pas trop. Il y a la possibilité d'ouvrir une chaîne WhatsApp, mais malheureusement WhatsApp ne permet pas d'interactivité, c'est-à-dire que moi je pourrais poster des choses, mais vous ne pourriez pas me répondre, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, si vous avez une idée, je suis preneur. Bien sûr, il reste les réseaux sociaux, X principalement, Blue Sky où je suis pas très actif, je l'avoue, Facebook où je suis encore moins actif, où là on peut converser, mais c'est public, donc c'est pas la même chose. Voilà, donc je suis ouvert à toutes les bonnes propositions. Allez, on passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. On va parler de cette bulle de l'intelligence artificielle. Y a-t-il une bulle de l'IA ? Alors, quand on parle de bulle, on parle d'argent, bien entendu. On ira voir dans la Silicon Valley. Et puis, on va s'intéresser aux paradoxes et aux idées fausses sur la protection des données personnelles avec une étude du spécialiste de la cybersécurité, Kaspersky. Mais avant cela, on parle d'IA. Et comme toujours, les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique, l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez les interviews en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes. Bonjour Laurent Hack. Bonjour. Vous êtes CTO, donc Chief Technical Officer chez Quant à Paris, en France, et grand spécialiste de l'IA. Vous avez beaucoup travaillé avec et pour et sur l'intelligence artificielle. Laurent Hack, les études concernant l'IA et leur impact sur les métiers se multiplient depuis de longues années. Dernièrement encore, un baromètre d'IBM estimait que 44% des compétences professionnelles allaient être impactées par l'IA d'ici à 2028. Et puis il y a une petite déclaration qui a fait beaucoup de bruit du directeur de AWS, Amazon Web Services, qui estime que l'IA, dit-il, est en bonne voie pour remplacer les ingénieurs logiciels dans un avenir proche. Donc, alors qu'on incite par ailleurs les jeunes à aller vers les carrières du numérique et notamment à se former, à devenir des développeurs, des ingénieurs, de tout niveau d'ailleurs, est-ce qu'il faut finalement complètement changer de cap ? Qu'en pensez-vous ?
C'est une idée qui est relativement répandue, mais surtout aux États-Unis, que l'IA est en bonne voie pour remplacer tous les humains pratiquement en fait, tout ce qu'on fait, toutes les tâches intellectuelles des humains. Il y a périodiquement des annonces qui sont de cet ordre-là. Et la réalité, c'est effectivement il semble y avoir des capacités dans l'IA générative qui sont incroyables. Donc, tout le monde a été surpris par ça à partir de ChatGPT dans le grand public. Et même les gens qui ont développé ces technos ont été surpris et certains se sont fait peur eux-mêmes. Donc, pour ce qui est du développement logiciel, du coding, c'est un domaine particulier où l'IA générative est très utile. Mais je pense que les limites sont assez similaires à ce qu'on peut observer ou analyser dans d'autres domaines. Donc dans un dialogue, par exemple, avec l'IA générative, on a une impression de parler avec quelqu'un qui a un savoir énorme, qui est intelligent, mais on se rend compte des limites assez vite, soit dans l'interaction, soit parce qu'on comprend comment ça fonctionne et que par principe, il y a des limites qui peuvent pas être dépassées, mais bon, il y a des controverses autour de ça, tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet-là. Oui. Est-ce que l'IA réfléchit ou pas La réponse est que c'est non, mais parfois c'est quand même troublant. C'est ça. Donc dans le domaine du développement logiciel, je pense que la discussion peut être similaire. Enfin, la discussion sur à quel point ça peut remplacer les humains pour certaines tâches, c'est des discussions assez similaires. Est-ce qu'on peut remplacer certaines tâches faites par les médecins, par les avocats, par CEO, par un premier ministre peut-être un jour. À quel point on peut faire ça? Donc, c'est une discussion compliquée. Bah oui, ça pourrait rendre service là en ce moment. Ouais, peut-être. Ça serait une solution, ouais. Et donc ça, il y a des limites qu'on voit aujourd'hui, qu'on peut pas nier. Et puis il y a des limites qui peuvent être des limites de principe sur lesquelles là il y a des controverses parce que les gens sont pas d'accord. Et c'est sûr que dans l'IA générative, il semble y avoir l'émergence de certaines capacités qui n'ont pas explicitement fait partie de l'apprentissage. Mais comme l'apprentissage, c'est de produire du langage qui ressemble à ce qui aurait été dit par un être humain, ça fait tellement bien cette imitation que ça doit prendre en compte une partie de la sémantique des concepts qui existent dans notre pensée, dans une discussion entre humains. Il doit y avoir une partie de ces concepts ou certaines représentations qui s'en rapprochent, parce que sinon ce serait pas possible de produire un langage si cohérent. Et pareil pour la production de code. Mais comme il n'y a pas de concept explicite nulle part, on peut pas les observer, on peut pas comprendre. Et même on voit qu'ils n'existent pas, parce que par exemple si on essaye de faire des multiplications ou même des additions à un LLM, il sait le faire s'il n'y a pas trop de chiffres. Donc il est flagrant qu'il a pas compris en fait, il a rien compris. Mais jusqu'à un certain point, ça marche extraordinairement bien. Donc on voit les limites, mais dans certains cas on les voit pas justement et on se laisse bluffer. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un outil d'automatisation extraordinaire. Et je pense que c'est dans la continuité du développement technologique de l'informatique en général qui permet d'automatiser beaucoup de choses, sauf que là, on automatise des tâches qu'on considérait réservées, enfin, des choses intellectuelles réalisables seulement par des humains. Mais pour moi, c'est encore de l'automatisation, une partie d'automatisation. Pour revenir aux développeurs, en fait, c'est pas au futur qu'il faut parler, c'est au présent, parce qu'ils utilisent déjà l'IA générative. Oui, oui, ça a été assez vite dans ce domaine-là, et c'est déjà très utile aujourd'hui, et ça commence à être bien intégré dans les environnements de développement logiciel. Donc il y a plusieurs types d'usages. C'est rare qu'on écrive juste un prompt pour écrire un programme. Enfin, ça marche pour des petits scripts ou pour un noyau de programme, mais moi, je pense que c'est pas un usage très répandu. Par contre, ce qui est beaucoup plus répandu, c'est de faire de la complétion automatique, de créer une fonction automatiquement en tenant compte du contexte de différents fichiers qui constituent le programme. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui commence à être utilisé. C'est pas complètement généralisé, mais ça commence à être quand même assez très répandu et beaucoup de gens l'utilisent. Je pense que c'est pas encore complètement stabilisé comme usage. C'est quand même un outil encore nouveau. Donc, suivant les sociétés et les développeurs, c'est devenu vraiment une habitude et quelque chose qui fait partie du travail. Et pour d'autres, c'est un peu plus anecdotique. Vous, chez Quant, vous avez des développeurs parce que l'entreprise s'est vraiment recentrée sur le technique. Est-ce que vos développeurs utilisent ChatGPT ?
Oui, alors on utilise différents thèmes pour le code. On n'a pas encore standardisé et officialisé un usage homogène pour toutes les équipes. Donc c'est encore, on est encore en train d'évaluer ça et de tester et de laisser encore un peu les gens utiliser ce qui leur convient le mieux. Il y a un moment où on va homogénéiser l'usage de ces outils, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils commencent à être utilisés et on va même être en support pour que ça puisse être utilisé plus largement, parce que c'est vraiment, ce sont des outils utiles. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Laurent Hack, sans H, je précise, et sans K, CTO de Quant. Y a-t-il une bulle de l'intelligence artificielle et une bulle qui est en train d'éclater ? Quand on parle de bulle, on parle de l'aspect financier des choses, bien entendu. Eh bien, cette petite musique sur un hypothétique éclatement de la bulle, elle se fait de plus en plus entendre dans la Silicon Valley actuellement, qui est quand même le cœur du réacteur du numérique d'une manière générale et de l'IA en particulier. Alors, pour en parler, on va se transporter directement à San Francisco pour retrouver des pros de la tech et de l'entrepreneuriat. Et en l'occurrence, c'est mon camarade et confrère podcasteur Carlos Diaz, animateur du podcast Silicon Carnet. Alors Silicon Carnet, c'est vraiment le podcast de référence en français consacré à la tech, vu par les entrepreneurs, les investisseurs, les start-upers, directement dans la Silicon Valley. Donc, vous avez déjà pu entendre Carlos Diaz dans un épisode précédent de Monde Numérique, et cette fois, c'est lui qui m'a invité dans son podcast, dans un épisode qui sera diffusé lundi prochain, donc lundi 2 septembre, si mes calculs sont bons, où on parle notamment de cet éclatement de l'IA. Mais je vous propose, avec l'accord de Carlos, en avant-première, un petit extrait de cette conversation avec Carlos Diaz, mais également ses deux co-débatteurs qui sont tous les deux entrepreneurs aux États-Unis, Kevin Smootz à San Francisco et Angie Ismail à Miami. Est-ce que la bulle est en train d'éclater ? Je vous pose cette question parce que quand on regarde les investissements des grosses boîtes comme Meta, Microsoft, Amazon, ces investissements, ils sont titanesques. L'annonce, la Meta prévoit d'investir plus de 40 milliards de dollars, essentiellement en infrastructure. Microsoft, lui, 56 milliards. Google, 48 milliards. C'est colossal. Bref, tout le monde a ouvert son chéquier. Il y a même Snap qui investit dans l'IA. Bon, tout ça au grand bonheur de Nvidia qui fait grossir son carnet de commandes. Et puis, pour la première fois, on a eu cet été des analystes financiers. Je pense que dans la Silicon Valley, les gens veulent continuer à y croire. Mais là, les analystes financiers, ils ont réagi essentiellement au discours de la CFO de Microsoft, Amy Hood, qui déclare ouais, tous ces investissements qu'on fait, on n'attend pas un retour sur investissement avant 15 ans. Et alors là, moi, j'ai un pote à moi qui est trader et qui me dit, non, mais attends, Carlotte, moi, je fais pas du venture, moi. 15 ans, c'est pas possible. Moi, j'attends pas 15 ans avec, il faut que la machine à cash, elle tourne tout de suite. Et là, tous les investisseurs de Wall Street se sont dit, non, mais attends, est-ce qu'on a intérêt à investir dans ce truc-là? Parce que, le return, c'est pas la semaine prochaine, quoi, en fait, quoi. Et je pense que c'est ça qui a créé le doute. Un commentaire là-dessus? Qui veut réagir à ça? On en avait parlé. Alors moi, je vais juste refaire. On avait fait les prédictions en 2024. J'avais annoncé l'explosion de la bulle de l'IA en 2024 et le retour vers un AI winter en 2024. Voilà. Donc, je retrouve ça. Je vais pas me répéter, je vais préciser du coup, okay. Parce que du coup, on s'était pris à l'époque, ouais, mais il y a plein de choses qui marchent, etc. sur ce sujet. Et je vais revenir. Jérôme, tu pourras nous en parler. Mais la dot-com bubble, du coup. La question, c'est est-ce qu'au final, l'Internet était overhyped ? Bah non, on voit bien aujourd'hui, en effet, toute la société est passée à Internet. C'est juste que ça a mis 20 ans et pas 2 ans, quoi. Voilà. Donc, le retour sur investissement en 15 ans, il est là. Et ce qui s'est passé surtout, je crois que c'est Bill Gates qui disait ça, c'est le principe de la bulle. On s'en fout qu'elle explose. La question, c'est qu'est-ce qui a été, où l'argent a été dépensé pendant cette bulle et quelle infrastructure a été créée. Bah, Nvidia. Et voilà, exactement. Mais du coup, on crée de l'excess capacity là dans les data centers pour des machines qui vont pouvoir entraîner des algos pendant 15 ans, en fait, derrière. Et pendant la dot-com bubble, c'était quoi? C'était de la fibre qu'on amenait partout, on connectait tout dans tous les sens, on a amélioré... L'hébergement de sites web aussi. Les hébergements, on avait fait des data centers, on a amélioré les technos de le HTML, tout simplement, en fait, qui nous a amené, en fait, à terme sur
le Web 2 et tout ce genre de choses. Donc là, au final, qu'est-ce qui est en train de se créer? Plein de choses, mais qui seront potentiellement utiles dans des prochaines générations d'AI, parce qu'il y aura cette excess capacity où on va pouvoir dire, on va réutiliser nos GPU là qui nous servent plus à rien parce que les LLM, on les a fait tourner, voilà, on est arrivé au max. Par contre, on va pouvoir aller faire tourner les nouveaux algos nouvelle génération qu'on essaye de faire tourner depuis 2 ans. Et puis là, maintenant, on peut faire nos tests là-dessus à l'échelle. Donc là, il y a de la valeur qui se crée. Il y a de la valeur locale parce que les LLM, ça a une utilité à certains endroits, mais ça aura de la valeur aussi dans 15 ans. Mais en attendant, on va avoir un trou où on n'avait pas l'intelligence générale, l'intelligence artificielle générale qu'on attendait et que tout le monde annonçait en disant demain vous avez plus de boulot parce que vous avez des robots qui allaient faire tout votre boulot. NJ, toi, tu as une boîte d'IA. Ouais, enfin une boîte d'IA. C'est pas, nous on fait pas l'IA, on fait un applicatif qui utilise l'IA. Il y a une des questions qui se pose là et qui est posée. Il y a 6 mois, tu nous disais que tu avais une boîte d'IA, mais du coup maintenant. Non. Ah oui, on voit que tu changes. C'est le retour de bâton. C'est mon bâton stack tout à l'heure. Voilà, c'est complètement IA, moi. Non, moi de l'IA. Non, parce que je te moi de l'IA, pas du tout. Oui, c'est ça. On fait pas de modèle, nous. Moi, j'ai jamais fait d'IA. J'ai jamais fait d'IA. Non, mais parce que je te rappelle que tu as déjà. Mais lui, je suis investisseur chez toi, quoi. Moi, je pivote. Qu'est-ce qu'il y a? Je pivote. Donc, tu m'as fait pivoter du crypto de la Web 3 vers l'IA, quoi, en fait. Et maintenant, alors, qu'est-ce que tu fais? Du fromage de chèvre ou quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Franchement, tu sais, quand je vois le prix du fromage de chèvre à Miami, je me dis, il y a peut-être un truc. Je sais pas, moi, mais fais un truc qui rapporte. Non, mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que t'as les investisseurs qui disent un truc. Les clients ont beaucoup acheté, et je parle pas d'infrastructures, mais de produits IA, notamment fin 2023. Il y a eu des budgets qui sont créés, des bulles en fait de budgets qui n'existaient pas parce que les entreprises ont eu peur de louper quelque chose. Et la vraie question, c'est est-ce qu'elles vont renouveler ces licences parce que elles les ont achetées en fin d'année 2023. Donc on arrive là, tu vois, on arrive à ce renouvellement de licences. Et je pense que c'est ça la question qui est en train de se poser. Ouais. C'est est-ce qu'on a été suffisamment capable de montrer à ces entreprises qui ont dépensé finalement pas mal de pognon sur le plan applicatif, encore une fois, qu'il y a un vrai retour sur investissement avec des produits d'IA comme ceux que tu fabriques chez Fint. Ouais. Voilà, si vous en voulez plus, rendez-vous le 2 septembre à l'écoute du podcast Silicon Carnet pour l'intégralité de cet épisode passionnant consacré à la bulle de l'IA, mais pas seulement. On parle aussi de Google, on parle de Telegram et de l'arrestation de Pavel Durov également. Êtes-vous suffisamment prudent avec vos données personnelles, avec votre vie privée sur Internet, sur les réseaux, etc. On en parle tout de suite en partenariat avec la société Kaspersky. Bonjour Robin Kwiatkowski. Bonjour. Vous êtes chercheur en cybersécurité chez Kaspersky qui publie une étude que vous avez intitulée « Mythes et réalités du monde numérique ». C'est une étude qui passe en revue tout un ensemble de risques auxquels nous sommes confrontés jour après jour, et puis des risques et aussi des paradoxes. En gros, elle révèle quoi cette étude, Robin ? Alors effectivement, comme ce que vous avez dit, c'est très juste. Elle révèle des grands paradoxes qui sont... sur certains aspects de la protection de la vie privée, des protections des données, les les utilisateurs ont conscience du risque. On peut citer par exemple masquer sa caméra. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une bonne pratique pour protéger sa vie privée, ce qui est vrai. Mais en parallèle, ils vont utiliser des réseaux sociaux où ils vont mettre leurs images en vidéo. Ce qui est partagé par la webcam va probablement être partagé d'une autre manière sur d'autres réseaux sociaux. Cette fois-ci, avec le consentement de l'utilisateur. C'est une pattern qu'on retrouve un peu sur tous les aspects de la cybersécurité. Et si on peut faire une remarque là-dessus, c'est l'utilisateur, il a tendance, pour pouvoir utiliser des services, échanger beaucoup de données. Donc si un service lui plaît, les réseaux sociaux, il aura tendance à beaucoup plus accepter de partager les données dans ces conditions-là. Bah ouais, c'est un peu ce qu'on appelle la servilité numérique, enfin la servilité acceptée, quoi. C'est tellement agréable que même si on sait qu'il y a des risques, on le fait quand même. Tout à fait. Et quand on peut lire les conditions d'utilisation des différentes applications ou des différents services qu'on utilise, mais on peut pas faire grand-chose de plus que accepter ou ne pas utiliser. Donc on n'a pas une marge de manœuvre. C'est pas nouveau ce risque-là, Robin. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi que en réalité, on ne sait pas exactement à quel risque on est exposé. Quelles sont les conséquences, je veux dire ? C'est vrai que pour l'utilisateur final,
on peut se poser des questions quand on veut protéger la vie privée, si on veut la protéger de qui. Donc on peut se dire, on veut être protégé. Ça peut être par exemple soit de son gouvernement, mais ça peut être protégé de ses voisins. On veut pas que les voisins écoutent nos conversations. Donc c'est en fonction de qui on veut être protégé qu'il faudrait idéalement calibrer ces décisions sur à qui on fournit ces données. Et c'est quelque chose qui n'est, à mon avis, pas beaucoup fait par les utilisateurs en fait, de réfléchir en fait quelle est la finalité de ce qu'on veut protéger. Alors, il y a un autre élément qui est abordé par votre étude, qui est assez intéressant, et qui concerne les traces laissées par les personnes décédées, des traces notamment sur les réseaux sociaux, des profils de réseaux sociaux, etc. Avec un chiffre, 65% des Français se disent inquiets par rapport à ce phénomène. Ça veut dire quoi exactement ? Il y a deux aspects qui peuvent inquiéter les gens. Ça c'est l'utilisation des comptes par un tiers pour faire des actions malveillantes. Ça veut dire que on peut s'attirer des problèmes parce que l'identité d'un de nos proches a été utilisée pour faire un prêt ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi un autre problème qui est quand une personne est décédée et que on voit sur son fil d'actualité un message posté de sa part. En fait, ça fait un choc aux personnes qui sont aux proches. En fait, c'est un cas qui est arrivé chez un de mes proches où une personne décédée a eu son compte Facebook piraté et il y a eu des posts sur le compte Facebook et la personne, elle a pas pris elle était un peu choquée, de voir une publication de sa mère décédée sur l'application. Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique. Et c'est très compliqué, à la suite de ça, de faire fermer le compte. Parce qu'une fois que le compte a été usurpé, on peut pas essayer de reprendre la main sur le compte facilement si on n'a pas accès à tous les identifiants qui sont les mails pour les questions de sécurité. Ça devient compliqué. On peut faire une demande officielle de suppression du compte, mais c'est des démarches qui sont un peu longues et compliquées. Donc ça, on va dire que le problème est du côté des plateformes, finalement, qui, encore aujourd'hui, en 2024, selon vous, ne sont pas assez conciliantes, enfin ne font pas suffisamment d'efforts pour nous simplifier la vie ? Alors le problème, c'est si ils font des efforts pour simplifier la vie, pour récupérer le compte d'une personne qui n'est pas à nous, ça va générer d'autres problèmes qui est de l'autre côté. Ça veut dire que des gens vont pouvoir usurper les comptes plus facilement si des procédures sont simplifiées. Donc c'est soit on met en jeu un peu plus en péril les comptes actifs des utilisateurs actuels, soit on bloque un peu cette partie sur les comptes des personnes qui peuvent plus accéder à leurs comptes parce qu'ils sont décédés. Donc je pense que c'est pour ça que on préfère ne pas simplifier cet aspect-là et préserver un peu plus de sécurité au niveau des utilisateurs pour les comptes actifs. Là aussi, il y a un paradoxe. Effectivement. Alors cybersécurité, c'est tout le temps ça. C'est faire des choix entre le pratique et accepter les risques qui découlent de certaines pratiques. C'est-à-dire qu'on voudrait un monde idéal où tout soit simple et sécurisé, mais c'est pas possible parce que c'est l'un ou l'autre. Exactement. Souvent. On n'a pas encore trouvé la solution parfaite. Merci beaucoup, Robin Kwiatkowski, chercheur en cybersécurité chez Kaspersky. Donc à propos de cette étude qui s'intitule en français Paradoxe du monde numérique, et on met le lien vers l'étude détaillée en description de cet épisode évidemment. Voilà, c'est la fin de cet épisode de l'Hebdo. Du 31 août 2024, la page estivale se referme. Très bonne rentrée si vous reprenez le boulot. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des petites notes sur votre plateforme d'écoute, mais à condition que ce soit possible. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, pour un nouvel épisode de l'Hebdo. D'ici là, eh bien, je le rappelle, chaque jour, désormais, Monde Numérique, c'est un épisode par jour consacré à un fait d'actualité dans la tech, plus les interviews en version intégrale, si vous ne les avez pas écoutées dans cet épisode, dans cette émission, que vous retrouverez dans le courant de la semaine prochaine. À écouter également, surtout à ne pas rater un nouvel épisode du Grand Débrief de Monde Numérique avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti. C'est Monde Numérique en date du 1er septembre 2024. On passe en revue les faits majeurs du mois d'août, et puis on délire un peu, on parle même de politique, mais de politique version tech, bien entendu. Et puis lundi, l'épisode Silicon Carnet de Carlos Diaz. Voilà, passez une bonne semaine pleine de tech. Salut.